Bienvenue à votre journal. Le 14 juin, une journée pour dire merci à ceux qui donnent leur sang pour sauver des vies. En ce jour spécial des donneurs bénévoles, notre consoeur Élise Kavira relève depuis Matadi toute l'importance de relever le don de sang pour les personnes atteintes de drépanocytose. Nous serons au Nord Kivu. La pénurie d'eau potable atteint des proportions inquiétantes à Kibirizi dans Rutshuru. Les sources aménagées sont à sec, même les structures sanitaires sont affectées, d'où cet appel urgent des habitants pour une solution. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, nous parlerons de ces paradoxes au Maniema. Le centre provincial de transfusion sanguine ne dispose d'aucune poche de sang et cela fait près de 6 mois que cela dure. Nous recevons à ce sujet son médecin coordonnateur, Dr Jean Bouredi Senga, est notre invité. Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous le savez, le 14 juin est consacré aux donneurs bénévoles de sang, une journée qui revêt une importance particulière pour les personnes drépanocytaires, notamment à Matadi, dans la province du Congo central. Souvent confrontées à des crises sévères, elles ont régulièrement recours à la transfusion sanguine. Pour ces patients, chaque poche de sang représente bien plus qu'un simple don. C'est un espoir de survie, une chance de surmonter une nouvelle crise et de continuer à vivre. Élise Kavira s'est penchée sur cet aspect de l'apport du don de sang. Surnommée la maladie de la douleur en raison des crises aiguës qu'elle provoque, la drépanocytose, également appelée anémie SS, peut devenir handicapante au quotidien. Selon les malades interrogés, certaines crises sont d'une intensité telle que seule une transfusion sanguine permet d'apporter un véritable soulagement et d'éviter des complications graves. Un témoignage partagé ici par Odmbala, jeune médecin, lui-même concerné aussi par cette maladie. Je peux dire de 2009 à 2022. Chaque année, on me transfusait parfois une fois, parfois 2 fois par an. Alors, à eux qui ont cette grâce-là de pouvoir donner du sang, je leur dirais de continuer en tout cas, parce que le sang sauve beaucoup de personnes dans le monde. Ça intervient dans plusieurs complications. Pour le docteur Debs Nzwaoubamona, coordonnateur provincial du Centre provincial de transfusion sanguine, cette journée rappelle que le don du sang est un acte citoyen qui nous concerne tous. C'est l'occasion de dire à tous les donneurs bénévoles de sang de faire des dons de façon régulière. Tous les groupes sanguins peuvent donner du sang. Il n'y a pas d'exception. Le docteur Debs Nzwaou invite la population de Matadi à participer massivement à la campagne de collecte de sang qui se tiendra le mercredi 17 juin au Centre provincial des transfusions sanguines à Matadi. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi. Et dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le service urbain du tourisme antenne de Butembo appelle les tenanciers des hôtels et des maisons d'accueil à faire preuve de vigilance et à renforcer les mesures de surveillance. Samedi dernier, en collaboration avec la division provinciale de la santé, ce service de l'État a organisé une sensibilisation à l'intention de cette corporation. Objectif, promouvoir les comportements responsables afin de freiner la propagation de cette maladie. Celle-ci a déjà fait des victimes de la ville de Butembo, précisément dans la zone de santé de Katoa. Au cours de cette activité, Kambasu Matembela, chef d'antenne du service urbain du tourisme de Butembo, a souligné l'importance de cette initiative au micro de Marc Marofimbo. J'ai invité les représentants de la santé, précisément les gens de la DPS. Ils ont exposé la situation actuelle que présente la communauté, une situation liée à la maladie à virus Ebola. Ils viennent d'expliquer les tenanciers d'hôtel, les dangers que ces gens sont en train de courir, surtout que ce sont eux qui reçoivent les visiteurs et qui viennent de partout. Alors il est question que ces hôteliers voient comment gérer les visiteurs, comment surveiller les visiteurs, comment orienter les visiteurs, tout en appliquant aussi les instructions des autorités provinciales dans l'application des mesures barrières. En tout cas, je suis tellement satisfait du message qui a été relayé aux opérateurs touristiques. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont satisfaits, ils sont contents. Et ils partent tout en sachant qu'ils ont un devoir de protéger la communauté à travers les voyageurs. La communauté peut être contaminée suite aux voyageurs qui viennent chez nous. Alors, ces voyageurs logent dans leurs hôtels, sont les premiers à nous aider, à surveiller, à aider l'État à faire son travail.
Kambasu Matembela, chef d'antenne du service urbain de tourisme à Butembo. Toujours à propos de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Nord Kivu, un laboratoire basé à Kinshasa a remis hier samedi aux autorités provinciales à Beni 8 tonnes de médicaments. Il s'agit notamment de consommables et de dispositifs médicaux en appui destiné à renforcer les capacités opérationnelles des équipes engagées dans la riposte, ont reconnu les autorités provinciales. La maladie à virus Ebola touche en ce jour 9 zones de santé dans la province du Nord Kivu, avec plusieurs décès déjà enregistrés et 43 cas à confirmer. Nous sommes toujours au Nord Kivu. La pénurie d'eau potable affecte désormais les structures sanitaires de l'agglomération de Kibirizi. Nous sommes dans le groupement de Mutanda, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. La situation suscite l'inquiétude des habitants. Ils dénoncent l'assèchement depuis plus d'un mois de toutes les bornes fontaines aménagées par des organisations humanitaires. Face à cette crise qui impacte la vie quotidienne et les services de santé, la population appelle à une intervention d'urgence. Des détails dans ce reportage de Bernard Denyangui. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 3 heures du matin pour aller chercher de l'eau à Kabanda. Je reviens pourtant avec mes bidons vides, car l'eau ne coule qu'au compte-gouttes, témoigne une habitante. Cette situation est aggravée par l'afflux de milliers de personnes déplacées dans la zone, explique Madame Giselane Kaindo, membre de la société civile de Kibirizi. Elle appelle à une intervention de toute urgence. Ces déplacements nocturnes exposent les femmes à notamment des agressions sexuelles. La situation est aggravée par l'afflux massif de personnes déplacées, exerçant une pression supplémentaire sur les ressources en eau des gens insuffisantes. Dans les établissements de santé, les patients passent souvent des jours sans se laver et des cas de décès par déshydratation ont été recensés. La population de Kibirizi demande une assistance d'urgence. Selon le comité local d'adduction d'eau de Kibirizi, cette pénurie dure depuis plus d'un mois. Kamat Zakari, membre du comité, indique que 3 nouveaux captages de renforts ont récemment été aménagés dans les montagnes de Kanyati qui surplombent l'agglomération. Toutefois, le manque de tuyaux destinés au réseau de transport empêche encore leur interconnexion avec l'ancien ouvrage d'adduction installé par Mercy Corps. Le barrage hydroélectrique de Kisangani est menacé par l'érosion en cause l'occupation anarchique du site sur lequel est érigé l'ouvrage, pourtant classé comme aire protégée. Selon la société civile locale, cette situation pourrait entraîner des conséquences environnementales. La question a d'ailleurs été au cœur d'une tribune populaire organisée vendredi au centre pastoral de Kisangani. Nous faisons le point avec Jacques Mkonkole. En dépit de la suspension de l'arrêté provincial autorisant le lotissement de ce site, la destruction de la boucle de la Chopo se poursuit. Face à cette spoliation, au mépris de la décision du gouverneur, la société civile refuse de baisser les bras. François Lemba, chargé de programme au sein du groupe de travail pour la décentralisation et les élections, explique le but de leur mobilisation. La population identifie, qui comprennent quels sont les problèmes qui se posent, les menaces, les défis et les enjeux de la boucle de la Chopo. L'enjeu dépasse les frontières de Kisangani. La RDC s'est engagée à réserver 30% de son territoire au couvert forestier d'ici 2030, déclare le professeur Alphonse Maindo. Pour y contribuer localement, le directeur de Tropelbos RDC propose 3 actions urgentes à mener. Il s'agit d'abord d'obtenir l'annulation pure et simple de l'arrêté qui a autorisé cet lotissement. Deuxième action, c'est de mobiliser les ressources nécessaires des partenaires pour qu'on puisse restaurer cette réserve. Et en troisième lieu, donc ce sont ces gens-là qu'il faut maintenant aussi faire pour le neutraliser. Ce point de vue est soutenu par Obemba Langa, expert environnemental. Selon lui, il est temps de passer à la vitesse supérieure en utilisant la manière forte. La balle est désormais dans le camp de la justice. Suspendre l'arrêté était un premier pas, mais seule la force de la loi pourra stopper définitivement les spoliateurs sur le terrain. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi. À Lubumbashi, ce constat de l'Institut de recherche en droits humains, l'entreprise minière Shema a laissé des communautés confrontées à des graves défis environnementaux après la cessation de ses activités en novembre dernier. Dans un communiqué de presse publié vendredi, cette ONG de défense des droits de l'homme souligne que les habitants de camp Tchamilimba, dans la commune de Kampemba, dénoncent une pollution persistante de l'eau, de l'air et du sol. Des bassins de rejet et d'effluents acides abandonnés par cette entreprise minière deviennent accessibles à la population et cela représente un danger permanent pour la Munanga.
Dans une enquête menée par une équipe de l'IRDH qui est descendue sur le terrain, 3 grands bassins contenant des rejets acides provenant des usines de chez MAF se trouvent à moins de 10 mètres des habitations de Tchamilemba. D'après les habitants du quartier, l'eau des puits est suspectée d'être polluée. Il y a des maladies cutanées qui sont visibles et des problèmes respiratoires. Quelques habitants s'expriment. Auparavant, nous étions en train de consommer l'eau des puits de Tchamilemba. Mais actuellement, les gens ne creusent plus de puits parce que les acides de chez MAF sont encore là malgré le départ de cette entreprise. L'entreprise minière chez MAF n'a laissé rien d'essentiel à la population. Les bassins de rejets abandonnés par l'entreprise chez MAF présentent un grand danger pour la population. Maître Jérémy Madiela est chercheur à l'IRDH. Après le départ de chez MAF en novembre 2025, ces bassins sont laissés à proximité des habitations sans protection. Ces bassins font donc l'objet des endroits où les enfants passent et repassent pour de jets et avec un grand danger. Aucune réaction du côté de l'entreprise chez MAF. Après plus de 20 ans d'existence, l'entreprise chez MAF a été rachetée par la société minière américaine Virtus Minerals en mars 2026 qui a accepté de respecter l'intégralité du passif de cette entreprise. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. La société minière du Kasaï oriental Somicor et la société agro-pastorale du Kasaï oriental Sagropacor sont les 2 entreprises publiques récemment créées par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. À celle-ci s'ajoute une régie provinciale d'assainissement. Selon le document portant leur création, ces nouvelles structures sont appelées à jouer un rôle stratégique dans la valorisation des ressources naturelles et le développement économique de la province. Ces informations collectées par Esther Ndalafina sont rendues par Jean Gandou. La Somicor SARL aura pour mandat la prospection, l'exploitation et la commercialisation des ressources minières, ainsi que la mise en valeur de permis miniers provinciaux. Selon le gouvernement provincial, cette entreprise permettra au Kasaï oriental de mieux tirer profit de son potentiel minier au bénéfice du développement local. La Sagropacor SARL est chargée de développer la production agricole et animale, de transformer et commercialiser les produits agricoles, d'aménager les domaines agro-pastoraux provinciaux, d'assurer la distribution des intrants et d'accompagner techniquement les producteurs locaux. L'objectif affiché est de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler l'entrepreneuriat agricole dans la province. Pour garantir le démarrage effectif de ces 2 entreprises publiques, le gouvernement provincial a fixé leur capital social à 250 millions de francs congolais chacune, repartis en 100 parts sociales de 2,5 millions de francs congolais entièrement souscrites par la province. En parallèle, une régie provinciale d'assainissement a été créée. Elle aura pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique provinciale d'assainissement, de coordonner les actions de salubrité publique, de gérer les déchets solides et liquides, de sensibiliser la population aux bonnes pratiques d'hygiène et de superviser les opérations du secteur. Cette régie arrive dans un contexte où l'environnement provincial fait face à d'importants défis sanitaires liés à l'insalubrité. Le trafic de trains voyageurs entre Matadi et Kinshasa a suspendu depuis 2 mois. Ceci des inquiétudes au sein de la population de Matadi. Pendant longtemps, ce moyen de transport a pourtant facilité les déplacements dans des conditions relativement sûres et accessibles. Face à cette situation, le directeur délégué des chemins de fer à Matadi se veut rassurant. La reprise du trafic interviendra très prochainement. Jean-Claude Ngoma Moussa l'a affirmé ce dimanche au micro d'Élise Kavira, tout en apportant d'autres précisions. C'est pratiquement 2 mois que nous avons arrêté avec l'exploitation du train voyageur. Le train était opérationnel, mais compte tenu de certains problèmes techniques, l'autorité avait jugé bon d'interrompre la circulation du train voyageur. Et les voitures automotrices que nous utilisons pour le trafic voyageur Kinshasa-Matadi sont en entretien dans notre dépôt diesel de Kinshasa. Les travaux d'entretien se sont bien passés et ils sont presque vers la fin. Les essais vont se faire la semaine prochaine probablement. Et dans un proche avenir, nous allons reprendre avec les trafics parce que nous avons 3 concepts dans l'organisation d'un train voyageur. Il y a la sécurité, il y a le confort et la rapidité. Ces 3 éléments doivent être réunis pour parler d'un bon trafic voyageur.
Et puis sachez que la gestion des effectifs de l'administration publique et la controverse autour des numéros matricules des agents de l'État étaient au centre de l'audition du vice-premier ministre de la fonction publique hier samedi à l'Assemblée nationale. Répondant à une question d'actualité à une interpellation, Jean-Pierre Liao a présenté les réformes engagées pour assainir le fichier des agents publics. Il a en même temps apporté des clarifications sur les allégations de transfert des matricules entre les provinces du Nord Ubangi et de la Mongala. Explication avec Grassam Zati, notre permanent au Parlement. Le vice-premier ministre de la fonction publique a d'abord répondu à une question d'actualité du député Patrick Matata Makalamba, élu de Kisangani dans la Chopo, portant sur les effectifs des agents de l'État et la masse salariale. Jean-Pierre Liao a mis en avant les réformes engagées depuis 2021 pour assainir l'administration publique, notamment l'identification et la suppression d'agents fictifs, ainsi que l'émission des contrôles ayant révélé plusieurs irrégularités dans la gestion des effectifs. Le membre du gouvernement a ensuite répondu à l'interpellation du député Antoine Zangi, élu de Yakoma au Nord Ubangi, relative au présumé transfert des numéros matricules d'agents publics du Nord Ubangi vers la Mongala. Rejetant toute implication dans ces dossiers, Jean-Pierre Liao affirme qu'aucune disposition légale ne permet à son ministère de transférer un matricule d'une province à une autre. Ce dont il s'agit, ce n'est pas d'un transfert de matricule, mais d'un chevauchement. Deux ou plusieurs personnes portant le même numéro matricule. Il s'agit donc d'une erreur matérielle dans l'attribution désordonnée des numéros matricules. À l'occurrence ici orchestrée par le régime précédent, bien avant notre arrivée. À l'issue des échanges, une motion incidentielle a été soulevée pour prendre acte des réponses fournies par le vice-premier ministre et mettre fin à son audition. Actualité internationale. Le président somalien a dénoncé hier samedi la reconnaissance du Somaliland par Israël. Il accuse Tel Aviv d'exploiter le conflit entre Mogadiscio et cette région séparatiste. Pour lui, la reconnaissance de cette région par Israël marque l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Somalie. Il l'a dit lors d'une interview accordée à Dawan TV, une chaîne de télévision locale basée à Mogadiscio. Fin décembre, Israël a reconnu la région séparatiste de Somaliland comme un État souverain indépendant. L'invité. Le monde célèbre aujourd'hui 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Un paradoxe au Maniema, le centre provincial de transfusion sanguine ne dispose d'aucune poche de sang. Cela fait près de 6 mois que ça dure. Son médecin coordonnateur explique cette situation par une rupture d'intrant. Il évoque les conséquences que cela entraîne dans la communauté. Dr Jean Bouredi Isenga, notre invité, s'entretient avec Laurence Kizalunga. Docteur Jean Bouredi, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Nous sommes au centre provincial de la transfusion sanguine. Vous alertez qu'il y a aucune poche de sang et c'est là depuis 6 mois. La rupture que nous constatons aujourd'hui, qui va faire bientôt 6 mois, ce n'est pas normal que ça soit ainsi. Parce que dans l'approvisionnement donc et la disponibilité même des poches de sang, si vous avez un retard, c'est de 8 jours qui peut être tolérable. Mais voyez-vous déjà, nous sommes au-delà de 6 mois presque et c'est pas quand même tolérable. Ce n'est pas tolérable. Est-ce que vous imaginez les conséquences dans la communauté? Oui, nous prenons l'ampleur de la chose parce que comme nous qui sommes habilités à disponibiliser le sang, nous manquons. Dans la communauté, il y aura beaucoup de cas de transfusion non contrôlés qui ne sont pas qualifiés et surtout, il y a de ces structures-là qui ne sont pas aussi autorisées à transfuser, qui profitent de ce manque d'intrants qui font à ce que nous puissions entrer en rupture pour la transfusion de sang. Vous ne serez pas d'accord avec ceux-là qui disent qu'ils partent à l'hôpital pour X maladie et reviennent avec Y maladie? C'est d'ailleurs même parmi les conséquences qui découlent pour une transfusion non sécurisée, une transfusion non qualifiée, et ça amène toujours à des maladies et que la personne au départ n'avait pas, parce que quelqu'un, ça peut s'agir d'un enfant, des personnes adultes qui vont à l'hôpital et qui nécessitent une transfusion pour une anémie qui s'installe. Il y a ces sangs-là qui ne sont pas qualifiés. Quelqu'un peut contracter facilement le VIH avec ces sangs-là. Quelqu'un peut aussi avoir, par exemple, une hépatite aussi pour les sangs qui n'est pas qualifié. Et même, pourquoi pas, ce que nous appelons aussi la syphilis. On peut aussi contracter ça parce que quand on a eu un sang qui n'est pas vraiment bien testé, ça donne toutes ces maladies qui font aussi mal dans la santé. Est-ce que vous avez les retours du gouvernement central parce que le gouvernement congolais vous a doté de
2 frigos d'une capacité de 240 litres. Et vous pensez, avec le retour du gouvernement, cette situation prendra combien de temps? Merci beaucoup, madame, parce que vous savez, nous sommes une coordination et nous dépendons aussi du niveau central, bien que la province peut aussi venir en appui. Au niveau central, nous sommes alertés qu'il y a déjà des intrants qui viennent d'arriver. Nous entendons que cela soit déployé dans les provinces et sûrement aussi pour la part du Maniema, il y en aura. Et dès que nous sommes servis, je pense que nous allons reprendre notre fonctionnement normal. Cette rupture handicape combien de structures de santé qui s'approvisionnent auprès de vous? Actuellement ici, dans la ville de Kindu d'abord, si on prend ça, il y a 4 structures qui doivent venir s'approvisionner ici chez nous. Je peux citer déjà l'hôpital général de référence de Kindu, il y a l'hôpital général de référence d'Alunguli, nous avons le centre hospitalier Lumbulumbu et le centre médical Kitulizo BDOM. Ces 4 structures-là viennent quand même s'approvisionner ici chez nous. Qu'en est-il alors des associations de donneurs bénévoles de sang que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous êtes à mesure de les mobiliser en cette période pour donner des sang? Je pense non. En tout cas, la mobilité de ces associations de donneurs bénévoles de sang, ces derniers temps, nous ne sommes pas à mesure de les faire. Pourquoi? Parce que il est vrai que les sangs, on ne les vend pas et les sangs se donnent gratuitement parce que donner les sangs, c'est donner la vie, comme on le dit. Alors, pour ces associations-là, il faut quand même les frais pour les ramener ici. C'est ici où nous sommes appelés à prélever. Bien qu'on peut faire aussi des séances de prélèvement mobiles, on peut aller aussi vers les associations, mais pour les ramener ici, il faut quand même qu'il y ait des frais. On ne peut pas quand même déplacer des gens de chez eux et les ramener ici sans pour autant même payer pour eux les transports. Donc, nous avons aussi cette difficulté-là pour mobiliser ces associations afin qu'ils puissent quand même donner du sang pour sauver des vies. Vu cette situation alarmante, qui peut être vraiment une priorité pour le ministère national de la Santé pour ces centres ici? L'État doit quand même amplifier l'approvisionnement. Ça doit être vraiment de manière régulière que nous soyons approvisionnés en intrants pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et aussi les partenaires de l'État peuvent aussi voir ces centres pour venir nous booster pour que nous puissions disponibiliser les sangs pour les malades. Docteur Jean Bouredi Senga, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Dr Jean Bouredi, coordonnateur du Centre provincial de transfusion sanguine du Maniema, interrogé par Florence Okiza Alunga. Et c'est la fin de ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec rapport de Jean-Claude Siala à la technique, Jean Gando à la supervision. Merci de nous avoir consacré votre attention et votre temps. Bon après-midi. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.